Je vais vous parler de la première détection directe d'onde gravitationnelle. Alors cette onde gravitationnelle qui a été mesurée a été appelée GW150914, GW pour Gravitational Waves, et la date à l'envers. Et donc ici, voilà, c'est le signal qui a été mesuré sur deux détecteurs qui sont séparés de 3000 km environ. Je vais y revenir bien sûr tout à l'heure. Et donc c'est une détection historique parce qu'on l'attendait depuis très très longtemps. Donc avant de vraiment entrer dans le vif du sujet des ondes gravitationnelles, on va vous rappeler dans quel contexte on situe les ondes gravitationnelles et ce qu'est une onde gravitationnelle. Donc le contexte, c'est la gravitation d'Einstein. Alors avant Einstein, la force de gravitation était décrite par le modèle de Newton, qui parlait de gravitation universelle et donc la force proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle à la distance au carré. Le changement de paradigme qui a été introduit par Einstein en 1915, c'est qu'il n'y a pas de force en fait, mais que c'est l'effet, que la gravitation est l'effet de la courbure de l'espace-temps. Qu'est-ce qui courbe l'espace-temps? Eh bien, c'est la matière et l'énergie qui sont contenues dans l'univers, qui vont courber l'espace-temps, et la matière se meut dans un espace-temps courbé, et la matière et l'énergie courbent l'espace-temps. Donc, on arrive au concept d'onde gravitationnelle. Alors, une onde gravitationnelle, eh bien, puisque la présence de masse et d'énergie courbe l'espace-temps, si on a des masses qui varient dans le temps, la courbure qu'elles induisent va varier dans le temps également. Et donc, en fait, ces ondes gravitationnelles sont la propagation de cette variation de courbure qui va se propager dans l'espace-temps. Un peu comme une onde à la surface de l'eau, quand on envoie un petit caillou dessus, qui va se propager comme ceci, à la différence qu'une onde gravitationnelle n'a pas besoin d'un support, comme par exemple ici, l'onde se propage dans l'eau sur l'eau. Eh bien, l'onde gravitationnelle n'a pas besoin de support, elle se propage dans le vide et théoriquement à la vitesse de la lumière. Et donc, les ondes gravitationnelles, qui sont des petites déformations de l'espace et du temps qui vont se balader, qui vont se propager dans l'espace-temps, vont déformer l'espace et le temps sous leur passage. Et l'idée, c'est de les détecter, enfin ce qui a été fait ici, c'est de les... pas ici, mais ce qui a été fait donc récemment, c'est les détecter à l'aide de ce qu'on appelle un interféromètre kilométrique. Je vais y revenir aussi dans quelques instants, évidemment. Alors, avant d'entrer dans le vif de la détection du sujet, etc., je vais vous resituer quelques dates clés qui retracent un petit peu l'histoire des ondes gravitationnelles. Donc, comme je l'ai déjà dit, en 1915, Einstein a proposé la théorie de la gravitation, de la relativité générale. Et donc, le principe, c'est que, comme je l'ai déjà dit, la gravitation va mesurer les mesures de temps et d'espace. Et la gravitation est générée par la matière et aussi l'énergie, puisque on connaît tous la formule E égale mc carré, donc l'équivalence entre énergie et matière. Donc, la matière et l'énergie déforment l'espace-temps. Le point important, c'est ça. En 1916, comme conséquence de la relativité générale, Einstein a prédit l'existence d'ondes gravitationnelles comme étant donc une conséquence directe du modèle de relativité générale. Donc c'était il y a un siècle. Alors de 1916 à aujourd'hui, du point de vue théorique, il y a eu le développement de ce qu'on appelle la théorie post-newtonienne, qui a joué aussi un rôle très important dans la modélisation des ondes gravitationnelles. En fait, les premiers travaux qui vont dans cette direction sont dus à Einstein et Drost, ici en 1916 et 1917, et les premiers calculs post-newtoniens ont permis de prédire l'avance du périhélie de Mercure. Donc le périhélie, c'est le point le plus proche entre Mercure et le Soleil lors de l'orbite, la révolution de Mercure autour du Soleil. Et donc ce périhélie avance, se décale un petit peu. Et la prédiction dans le modèle newtonien est ce qu'elle est, mais elle ne connaît pas la réalité. Et donc, en tenant compte des corrections introduites par la relativité générale, eh bien, on a un accord entre l'avance observée et l'avance prédite par le modèle. Et donc, ceci, c'est déjà effectué dans le cadre d'un modèle post-newtonien, puisqu'on a des corrections à la relativité newtonienne, générale, et c'est pour ça qu'on appelle ça post-newtonien. C'est les corrections après le modèle newtonien qui vont vers la relativité générale. Alors, en fait, c'est pas un modèle qui s'est établi du jour au lendemain. Il y a eu des travaux pendant très longtemps. Donc en 1938, il y a eu d'autres avancées dues à Einstein, Infeld et Hoffman aussi. En 1960, Chandrasekhar, qui est un grand nom d'astrophysique, a aussi contribué. Et c'est surtout le vrai démarrage, disons, entre guillemets, de la théorie post-newtonienne comme on la connaît aujourd'hui. Elle a démarré dans les années 80 avec Thibaut Dabour, qui est en France, donc qui est à l'IHES en France, Nathalie Deruel, Luc Blanchet et d'autres personnes aussi. Ils ont en fait formalisé l'approche post-newtonienne et en particulier, donc là c'est surtout les travaux de Blanchet, a permis de prédire vraiment les formes d'ondes gravitationnelles dans les calculs post-newtoniens. Le calcul post-newtonien, j'ai oublié de le mentionner, c'est ce qui permet en fait d'avoir une approche
l'approche perturbative du problème relativiste à deux corps. Donc le problème à deux corps newtonien, c'est le problème de Kepler, et le problème relativiste à deux corps, mais la relativité générale est une théorie assez compliquée, beaucoup plus compliquée que la théorie de Newton, et donc on ne sait pas résoudre exactement le mouvement de deux corps qui orbitent les uns autour des autres, et donc il faut faire une approche perturbative, donc ordre par ordre, quelque part, en traitant les effets correctifs comme petits, et donc c'est ça tout l'objet du formalisme post-newtonien. Alors en 1962, Gerstenstein et Pustevoie ont proposé théoriquement que les ondes gravitationnelles, on pourrait les détecter en utilisant un principe d'interférométrie. Je reviendrai aussi plus en détail après pourquoi. Donc le principe d'interférométrie, c'est un simple interféromètre comme on les connaît éventuellement pour ceux qui ont des manips et des labos là-dessus. Donc on a une source de lumière qui va envoyer typiquement un rayon laser. Il y a un miroir ici qui va scinder le rayon en deux. Une partie du rayon va partir vers le haut, une autre va continuer tout droit, se réfléchir sur un miroir, même chose ici, et revenir. Les deux faisceaux vont revenir ici. Et donc si on a deux faisceaux qui sont bien ajustés, donc on ajuste bien la distance des miroirs ici par rapport au point de séparation des faisceaux, bien on peut avoir des ondes qui sont en phase. Et si on a une petite variation d'une des longueurs, si on a quelque chose qui se passe, qu'on bouge un petit peu la longueur de la distance ici, et il va se passer quelque chose au niveau du signal qu'on va recevoir ici. Encore une fois, rassurez-vous, je reviendrai dessus après. En 1968, il y a une première expérience qui a été mise au point par Weber, et il a construit une antenne à ondes gravitationnelles. En fait, l'idée ici, c'est de prendre un gros bloc cylindrique en aluminium de 2 mètres sur 1. Alors, ce bloc a une fréquence de résonance qui est mesurée très précisément, et donc pour l'expérience ici, c'était 1660 Hz. Et donc l'idée, c'est, si on a une onde gravitationnelle qui passe à travers ce dispositif, et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'onde gravitationnelle va déformer très légèrement l'espace-temps sur son passage, et donc si les dimensions de cet objet varient très légèrement, la fréquence de résonance devrait varier aussi. Seulement la sensibilité requise, on voulait mesurer à cette époque-là des distorsions, donc des différences, des variations de longueur de l'ordre de 10 exposant moins 16 mètres, ce qui est vraiment ridiculement petit. Donc en fait ici ça n'a pas mené à des résultats probants. Weber a pensé détecter quelque chose, ça a été controversé, et la conclusion c'est qu'on n'y croit pas trop. Alors en 1974 par contre il y a eu quelque chose d'assez important qui a même mené à un prix Nobel, c'est la détection par Hulse et Taylor d'un pulsar binaire. C'est le premier pulsar binaire qu'on a pu observer. Un pulsar binaire, c'est un système à deux corps, donc deux étoiles, qui sont composées d'un pulsar, et le compagnon, donc l'autre étoile, ça serait une étoile à neutrons. Donc les pulsars, les étoiles à neutrons sont des cadavres stellaires, c'est ce qui reste vraiment quand l'étoile a fini de brûler tout son hydrogène, etc. Et grâce à la théorie post-newtonienne, on peut calculer la variation de la période de révolution du système, donc c'est le temps que ça prend pour que les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. Et s'il y a émission d'ondes gravitationnelles, il y a une perte d'énergie qui fait que l'énergie orbitale va diminuer. La conséquence, c'est que l'orbite va diminuer, que la période va augmenter. Et donc, ces paramètres-là qui varient, donc le temps orbital, etc., peuvent être calculés en tenant compte d'émissions d'ondes gravitationnelles dans la théorie post-newtonienne. Et donc, en comparant, en mesurant vraiment le temps des périodes orbitales, etc., du pulsar, bien, on a pu faire un test, enfin, les gens qui ont été lycéens ont pu faire un test, et vérifier que le modèle connaît bien aux prédictions de la relativité générale, et c'est le cas. Donc, ce pulsar, donc je vais juste repasser à travers ici. Donc ici, sur le graphique ici, c'est 3 tests des prédictions de la théorie d'Einstein dans le cadre post-newtonien qui ont été effectués, la variation de la période de révolution, le paramètre de dilatation à la surface du pulsar, qui a été mesuré aussi, et le taux d'avance du périhélie. Donc encore une fois, c'est le point, le moment où la distance est la plus proche entre les deux composants du système binaire. Et donc ici, on peut calculer toutes ces quantités-là en fonction des deux masses des composants du système binaire. Et d'un autre côté, on peut les mesurer, ces masses, grâce à l'observation du pulsar binaire de Hulse et Taylor. Et donc si la théorie d'Einstein est correcte, les courbes qui reproduisent les mesures en fonction des masses devraient se croiser toutes les trois au même point, et c'est effectivement à peu près le cas ici. Et donc ça permet d'inférer la masse du pulsar et de son compagnon. Donc on voit ici qu'on a environ 1,44 masses solaires pour 1,3839 masses solaires pour le compagnon ici. Et donc au passage, c'est ça aussi qui permet de dire que c'est très certainement une étoile à neutrons. Alors, en quoi c'est important, cette mesure? Eh bien, parce que c'est la première preuve directe d'existence d'ondes gravitationnelles. En fait, le système, comme je l'ai dit tout à l'heure, perd de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Et donc, la conséquence, c'est que les deux étoiles vont se rapprocher et la période de révolution va diminuer. Donc, augmenter.
Oui, oui, non, c'est augmenté. Donc ça tourne plus vite. C'est après, oui. La mesure de la variation ici de la période est conforme à la prédiction de la relativité générale à moins d'1% près, ce qui est déjà très impressionnant. Donc les points ici sont les mesures. Vous voyez, ça s'est effectué depuis 1974 jusque dans les années 2000. Et la courbe ici, c'est la prédiction de la relativité générale. Alors en 1984, Kip Thorne, avec deux collègues à lui, ont proposé le projet LIGO. Donc LIGO, c'est un observatoire à ondes gravitationnelles. Donc c'est un interféromètre. Vous voyez ici, on a deux bras qui mesurent 4 km de long chacun. Et donc ce projet a été financé finalement. Ils ont commencé à construire cet interféromètre en 1994 jusqu'en 1997. Et l'interféromètre a commencé à prendre des mesures en 2002. En 2005, il y a un autre fait important qui s'est produit, donc c'est ce qu'on appelle le Numerical Relativity Breakthrough. Donc en fait, c'est la première simulation complètement non linéaire, donc, qui prend en compte en entrée en fait en supposition le modèle d'Einstein complet, pas une approximation post-newtonienne. Et donc c'est évidemment une simulation numérique. Et donc c'est une simulation de deux trous noirs qui vont orbiter les uns autour des autres, qui vont émettre des ondes gravitationnelles et coalescer pour former un seul trou noir résultant. Donc ce genre de simulation permet de calculer la forme des ondes, ce qu'on verrait si on pouvait observer ces ondes gravitationnelles. Ça permet de calculer la quantité d'énergie qui a été rayonnée par la fusion des deux trous noirs. Et si on donc, dans la simulation, on suppose des masses de départ, des vitesses initiales, etc. Et donc ça permet aussi de calculer la masse du système résultant. Je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de l'image ici, mais donc on a un trou noir ici, enfin, on a une zone noire ici, une autre zone noire ici. Alors il y a un truc bizarre un peu rond ici aussi, il y a un espèce de patatoïde qui est ici déformé. En fait, ça, c'est le petit truc qu'on voit ici sur le côté autour de ce trou noir-là, je ne sais pas si vous voyez. C'est l'image de ce trou noir-ci qui est dû à l'effet de courbure de l'espace-temps. Donc on regarde par là, on a les rayons lumineux qui tournent, qui suivent la courbure de l'espace-temps et qui vont retourner vers le trou noir ici. Donc quand on voit ce truc-là en animation, c'est assez joli, ça tourne autour, etc. Voilà. Alors en 2014, il y a eu un premier espoir de détection d'ondes gravitationnelles, qui étaient des ondes gravitationnelles primordiales, qui viennent en fait des fluctuations au niveau du rayonnement de fond cosmologique. Donc c'est des ondes gravitationnelles qui auraient été produites à la naissance de l'univers. Donc c'est l'expérience BICEP2 qui est dessinée, enfin, qui est en photo ici. Mais en fait c'était de la poussière. Ils ont juste mesuré de la poussière qui était dans le chemin, qu'ils n'avaient pas tenu en compte. Donc c'était une fausse bonne nouvelle, un faux espoir. Par contre, cette année, enfin l'année passée en fait, en 2014, en 2015, pardon, le 9 septembre, il y a eu la vraie première détection directe d'ondes gravitationnelles. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on attendait depuis 100 ans, depuis la prédiction. Donc c'est une annonce historique. Et donc voilà ce qui a été mesuré. On a deux formes d'ondes, donc on a deux signaux. Ici, donc il y a deux détecteurs LIGO. Il y a un détecteur à Washington, un autre en Louisiane, je vous montrerai une photo tout à l'heure. Et donc les signaux qu'ils ont mesurés seront quand même assez concordants. Donc ici c'est en comparaison avec une simulation, donc ils sont aussi très proches. Et bon, ici c'est l'erreur qui est de mesure, mais donc ici on a aussi la fréquence. En fait, on voit la petite bande de fréquency qui est très basse durant ces oscillations-ci. La fréquence augmente très fort là jusqu'à la coalescence, et paf, ça monte très fort en fréquence d'un seul coup. Et donc voilà. Donc ça, c'est la signature typique de deux trous noirs qui sont en coalescence, donc qui sont en orbite et qui vont coalescer pour former un seul trou noir. Donc la détection a été effectuée, le signal a été mesuré le 14 septembre 2015, et le secret a été gardé jusqu'en février 2016. La raison, c'est que, en fait, dans le processus de validation des données, des mesures et de l'expérience de LIGO, il y a des fois des injections, on appelle ça des blind injections, donc des injections à l'aveugle d'un faux signal, simplement pour tester toute la procédure de détection, de mise en place, d'analyse, etc., etc. Ça a déjà été le cas il y a quelques années. Ici, donc, on a eu les premières rumeurs qui sont arrivées peu de temps après. C'était le début des opérations après une mise à jour du système pour augmenter la sensibilité. Et donc, d'après les rumeurs, on pensait fortement que ce n'était pas une fausse alerte, enfin un faux signal. Et en effet, ce n'est pas un faux signal. Il n'y a pas eu d'annonce. Donc, typiquement, pour la petite histoire, quand ils injectent un faux signal, les gens qui injectent le faux signal, qui sont dans le comité de direction, laissent l'équipe d'analyse écrire les articles jusqu'au
jusqu'au bout, jusqu'au moment de la soumission, avant de dire non, stop les gars, c'était un test. Donc ici, manifestement, ils n'ont pas fait ça. Alors, ok, on a parlé d'onde gravitationnelle, mais c'est quoi l'effet d'une onde gravitationnelle? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une petite onde gravitationnelle qui passe par là? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, un système binaire va radier de l'énergie sous forme d'onde gravitationnelle. Il y a une perte d'énergie orbitale qui fait que l'orbite décroît. Donc le temps pour orbiter, pour effectuer une orbite devient de plus en plus court. Donc les périodes orbitales accélèrent, les corps se rapprochent jusqu'au point où les corps vont fusionner. Voilà. Et donc, quand on a une onde gravitationnelle qui passe, si par exemple je pars, donc je vous ai dit une déformation de l'espace et du temps, la déformation spatiale, voilà à quoi ça va ressembler. Donc si j'ai un cercle comme ceci, j'ai mon onde gravitationnelle qui passe par là, et bien le cercle va se déformer dans cette direction-ci, revenir à la forme de cercle, puis dans l'autre direction et revenir à la forme de cercle, le tout sur une période de l'onde gravitationnelle. Donc ça c'est une polarisation d'onde gravitationnelle. Vous savez que par exemple la lumière a deux polarisations. On a les polarisations, vous savez, si vous prenez dans un cinéma 3D, vous avez des lunettes qui polarisent dans une direction ou dans l'autre. C'est un peu le même principe ici. On a une polarisation qui s'appelle plus, et il y a un autre type de polarisation qui va avoir un effet un peu différent, qui est de déformer, mais un peu dans la direction d'une croix, comme ceci. Donc ça, ce sont les deux types de polarisation des ondes gravitationnelles qui sont détectées. Donc l'idée ici, c'est que si je viens mettre un interféromètre, donc un bras là, vous voyez que le bras ici va s'allonger un petit peu, celui-là va se contracter un petit peu, et après c'est l'inverse. Alors les ordres de grandeur des quantités des déformations qui sont en jeu sont vraiment infimes. C'est ça qui est très impressionnant aussi au niveau de la détection. Déjà la gravitation, c'est la plus faible des forces qu'on connaît, enfin des interactions qu'on connaît. Et donc les déformations, ça veut dire la variation de longueur par rapport à la longueur de l'objet qui a été déformé, sont de l'ordre de 10 exposant moins 21. Bon, c'est vraiment, enfin c'est plus petit que la taille d'un noyau, d'un proton par exemple. Donc ce sont effectivement des variations infimes. Alors il y a plusieurs expériences ici dont on montre la sensibilité, et la plus importante c'est celle-ci, donc LIGO et Advanced LIGO, qui est la mise à jour de LIGO pour devenir plus sensible. Donc vous voyez que ça c'est la courbe de réponse, et typiquement dans cette gamme de fréquences ici, on est à la meilleure réponse du système. On peut détecter des variations de l'ordre de 10 exposant moins 21, moins 22, de déformation de l'ordre de 10 exposant moins 21, moins 22. Et donc effectivement, la déformation est plus petite que la taille d'un atome sur une distance de 4 km, ce qui est vraiment très impressionnant. Qu'est-ce qui produit ces ondes gravitationnelles? Donc ce sont des sources astrophysiques, en tout cas ici ce sont des sources astrophysiques dont je vais parler puisque la détection la détection, donc la source de ce que LIGO a détecté, c'est une source astrophysique. Mais pourquoi on a des sources astrophysiques et quel genre de sources astrophysiques? En fait ce sont des objets compacts, donc on a besoin d'un champ gravitationnel très fort, très intense, parce que les déformations sont déjà très faibles. Donc des configurations très massives et très compactes, on en connaît, par exemple les trous noirs ou les étoiles à neutrons. On a aussi besoin d'une variation importante du champ de gravitation. Alors typiquement, les meilleurs candidats sont les systèmes binaires, parce qu'on a deux objets très massifs et très compacts, donc ils vont déformer l'espace-temps très fort à leur voisinage, et s'ils orbitent les uns autour des autres, en particulier quand ils sont assez proches, les processus, les temps typiques sont assez rapides, et donc ça produit des fortes variations du champ gravitationnel qui est déjà intense à la base. Donc par exemple, on reviendrait sur les ordres de grandeur, mais on est de l'ordre de la moitié de la vitesse de la lumière dans les phases un peu avant les phases de coalescence. Donc, système binaire. Alors, quand le système binaire est en début de vie, les distances entre les deux corps sont très importantes. Donc là, on n'a pas vraiment de grosses variations du champ gravitationnel, donc on ne sait pas vraiment détecter grand-chose. Par contre, le moment intéressant, c'est la fin de vie du système binaire, là où les deux objets sont très proches. Et donc, c'est là où on va avoir la coalescence. Il y aura des phénomènes brutaux qui vont se passer et des variations très intenses du champ gravitationnel. C'est ça, les meilleurs candidats à être détectés sous forme de ondes gravitationnelles. Alors, les ondes gravitationnelles, comme toute onde qui se respecte, ont un spectre. Donc voilà la tête du spectre des ondes gravitationnelles et les instruments avec lesquels on espère les mesurer ou avec lesquels on a déjà mesuré. Donc par exemple, si je prends des phénomènes astrophysiques, genre des étoiles à neutrons en rotation, des supernovas qui explosent, etc., on est dans cette gamme ici, donc avec
des fréquences de l'ordre de 100 Hz, 100 000 Hz, enfin de 1 à 1000 Hz environ. Donc ça, c'est censé être détecté avec des interféromètres qui sont basés sur Terre. Les objets trous noirs, genre trous noirs supermassifs, donc par exemple il y a un trou noir supermassif au centre de la galaxie, donc des objets comme par exemple la capture d'une étoile à neutrons par un trou noir supermassif, va produire des ondes gravitationnelles qui ont des fréquences de l'ordre de 10 exposant moins 4 jusqu'au Hertz, et donc cela on ne pourra pas les détecter avec les interféromètres comme LIGO. Par contre, il y a des projets qui devraient être lancés les alentours 2020-2030, plutôt 2030, un projet européen d'ailleurs, ELISA, qui seront en fait des interféromètres spatiaux. Donc ce sont simplement des dispositifs qui vont permettre de mesurer les distances très précisément sur des distances beaucoup plus grandes que 4 km et qui seront mis dans l'espace. Alors, si on veut voir d'autres phénomènes, comme par exemple des systèmes binaires de trous noirs supermassifs, mais vraiment supermassifs, genre quand on a des collisions de galaxies ou quoi, donc ça peut aller sur plusieurs ordres de grandeur de fréquence. Mais là, les interféromètres, ça ne pourra plus les détecter, mais il y a d'autres méthodes, comme ce qu'on appelle le pulsar timing, qui permet de... En fait, l'idée, c'est de mesurer les temps de période des pulsars, qui sont très très éloignés, et donc en cherchant des corrélations entre les variations infimes dans cette timing-là, on pourrait avoir une information sur les ondes gravitationnelles de cet ordre-là. Enfin, les fréquences les plus petites, donc les périodes d'oscillation sont de l'ordre de l'âge de l'univers, là on espérerait pouvoir les détecter un signal dans des polarisations du rayonnement de fond cosmologique, le rayonnement de fond fossile. Alors, venons maintenant au principe de détection. Donc ça, je vous en ai touché un mot ici, et donc je reviens un peu là-dessus. On a un laser qui vient ici, donc ça c'est vraiment le principe de LIGO. On a un laser qui vient ici, on va splitter, donc on va diviser le rayon en deux, envoyer ici dans un bras et dans un autre, et récupérer le signal reconstruit ici. Donc l'idée c'est de mettre bien en phase les deux rayons laser qui reviennent ici, et donc quand on a une petite variation de longueur d'un côté ou de l'autre, l'onde va se déphaser très légèrement, et donc c'est ce déphasage qu'on va mesurer, qui va permettre de dire ok, j'ai une variation de longueur là et là. Alors les interféromètres à ondes gravitationnelles, je vous ai parlé de LIGO aux États-Unis, donc il y en a deux, donc il y a deux versions de celui-là qui sont distantes de 3000 km. Il y en a aussi un en Italie qui s'appelle Virgo. Il y a d'autres, il y a Geo600 qui est en sous-sol, non c'est Clio qui est en sous-sol, mais c'est en Allemagne, c'est un plus petit interféromètre, donc les deux plus grands en fait sont LIGO et Virgo, et vous voyez qu'il y en a qui sont encore en cours de construction ou d'amélioration. Virgo par exemple est dans sa phase d'amélioration pour devenir plus sensible, et il y a d'autres expériences qui sont en train d'être montées, mais ils sont typiquement plus petits que ces détecteurs-là. Donc là, c'est vraiment les deux plus grands. Alors, avec quoi d'autre on pourrait mesurer les ondes gravitationnelles? Donc, je vous ai déjà cité le terme tout à l'heure. Les pulsar timing array. Donc, c'est des mesures de variation de timing des pulsars, et on va monitorer plusieurs pulsars, connaissant bien leur position, etc. Et donc ici, c'est tous des détecteurs radio, puisque les timings des pulsars sont détectés avec des détecteurs à ondes radio. Et c'est dans le spectre électromagnétique. Alors, il y a encore une autre, donc on a déjà parlé de l'expérience de Weber. Eh bien, il y a des expériences en cours qui sont basées sur le principe de la barre de Weber, par exemple Unigrail, qui est opérationnelle pour le moment en Hollande et qui est composée d'un alliage de cuir et d'aluminium. Donc c'est une grosse boule qui pèse 1,4 tonne, qui est refroidie à 0,02 Kelvin, c'est quand même assez froid, et qui a une fréquence de résonance de 2,9 kHz. Et donc cet appareil-là est sensible à des variations de longueur de cet ordre-ci, 4 × 10 exponent moins 21, ce qui est presque la déformation qui a été mesurée par LIGO. Donc si ça avait été moins 22, il l'aurait détecté aussi. Là, ils ont rien vu. Les interféromètres spatiaux, donc dans les décennies à venir, comme je le disais, il y a la mission ELISA qui va lancer des détecteurs. Donc on va placer dans certains points bien précis dans le système solaire ce genre de dispositif qui va envoyer des faisceaux laser, et donc la distance ici va être ajustée très très finement. Et donc c'est en fait le même principe qu'un interféromètre, c'est une onde gravitationnelle qui passe, les distances ici vont varier légèrement, et donc là on va avoir une détection. Donc c'est un interféromètre mais à beaucoup plus grande échelle. Venons-en maintenant à l'onde qui a été détectée, donc GW150914. Donc le signal qu'on avait, comme je vous disais tout à l'heure, mesuré, c'est ceci. Alors ça ressemble quand même
assez bien à ça. Donc ça a les bonnes caractéristiques. Donc vous voyez qu'ici on a des oscillations, bon, c'est pas très propre, on a des oscillations. Le truc important c'est qu'ici la fréquence augmente et que paf on a une relaxation derrière. Donc ici c'est les simulations et le signal reconstruit après filtrage du bruit, etc. Donc ça colle quand même vachement bien. Et donc ici, je l'avais déjà dit, c'est l'augmentation de fréquence, c'est simplement une visualisation de l'augmentation de fréquence qui s'est produite. Ça, c'est l'article qui est paru le 12 février dans Physical Review Letters, qui annonçait l'observation d'ondes gravitationnelles de la coalescence d'un système binaire d'un trou noir. Donc c'est un papier historique, c'est pour ça que je vous ai mis l'image. Et donc, la veille, le 11 février, la collaboration LIGO a annoncé dans une conférence de presse qu'ils avaient effectivement détecté les ondes gravitationnelles. Alors, revenons-en un petit peu à la forme d'ondes gravitationnelles. Donc, qu'est-ce que ce petit bazar-là nous raconte? En fait, il nous raconte énormément de choses. Cette onde gravitationnelle, cette forme d'onde gravitationnelle nous raconte l'histoire du système binaire et de la source. Donc, ici, on a la phase système binaire. Donc, on a l'amplitude du signal qui augmente légèrement. Vous voyez ici l'augmentation d'amplitude, et la fréquence augmente aussi. Donc ça signale que les temps orbitent, que les périodes se raccourcissent, parce que la fréquence augmente, et donc que les systèmes deviennent de plus en plus proches. Après, on a la phase de coalescence. Donc ça fait un gros pic, on atteint un maximum, qui est très très serré, en point de vue fréquence. Et donc ici, on a la fusion des composants du système binaire. Et enfin, la phase après, on a la phase de relaxation, qui est l'oscillation de ce qu'on appelle les modes quasi-normaux de l'objet final qui résulte ici. Les modes quasi-normaux, c'est simplement des oscillations, mais ce sont des oscillations qui sont atténuées, un peu comme quand on prend une corde de guitare qu'on pince, elle va osciller et le son va s'atténuer. Ici, l'atténuation est due au fait qu'une partie de l'énergie émise est absorbée aussi par le trou noir, et donc c'est comme une corde de guitare, donc ça s'atténue exponentiellement ici, et on a une fréquence aussi type, caractéristique, et voilà, donc ça c'est la phase de relaxation du trou noir des deux trous noirs qui ont fusionné, qui vont former un trou noir résultant. Donc l'onde, comme je vous disais, donc on a un détecteur ici qui est à Washington, un autre détecteur qui est ici à Livingston, si je me rappelle, aux alentours du Mississippi, et donc le signal vient de l'hémisphère sud. Donc il a été détecté d'abord ici, et environ 7 millisecondes plus tard, il a été détecté là. Alors si je prends en ligne droite ici, donc on est sur Terre, j'ai fait Google Maps, il n'y a pas la meilleure ligne droite possible, mais on a environ 3000 km. Donc si on fait le calcul, il faut 10 millisecondes à la lumière, à un objet qui se balade à la vitesse de la lumière, pour aller de ce point-là à ce point-là en suivant la ligne droite ici. Donc ça, c'est si l'onde qui arrivait était alignée précisément dans cette direction-là. On sait qu'elle vient un peu plus de l'hémisphère sud, donc 7 millisecondes, la distance à parcourir entre ici et ici, en hauteur, est un peu plus petite que les 3000 km, et donc c'est le bon ordre de grandeur. Donc ça suggère que les ondes gravitationnelles se déplacent bien à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est déjà une information supplémentaire qui est donnée par la détection ici. Alors, je vous ai montré la forme d'onde de la coalescence de deux trous noirs, et juste pour vous montrer que pourquoi est-ce qu'on sait que c'est deux trous noirs. La forme d'onde caractéristique de la coalescence, par exemple, d'étoiles à neutrons, est très différente. Vous voyez qu'on a cette même phase qui ressemble très fort au début, mais la phase de relaxation quasi normale ici est différente. Vous voyez qu'on a diminué, on réaugmente ici, donc c'est moins propre. On a une superposition de plusieurs modes qui viennent jouer, et c'est ces modes en particulier, c'est vraiment la structure fine de cette relaxation ici qui permet d'avoir des informations très précises sur la nature de l'objet résultant. Alors, revenons-en un peu plus en détail maintenant à ce qui a produit GW150914. Eh bien, la source, c'était donc deux trous noirs binaires qui ont été mesurés. Donc la détection a eu lieu le 14 septembre 2015 à 9h50 UTC, donc temps universel. Alors la distance de ce système binaire était à environ 1 milliard d'années-lumière d'ici, ce qui est quand même assez loin. Donc en fait entre 0,75 et 1,9, donc à la grosse touche, ça fait 1 milliard d'années-lumière. Le rapport signal-bruit est de 24. Donc ça veut dire qu'on a le signal est 24 fois plus intense que le bruit de fond. On est sûr en fait que c'est un vrai signal. La probabilité d'avoir une fausse alerte, d'avoir un faux positif, est de 1 sur 5 millions. Donc c'est vraiment très sûr comme signal. En fait, la détection a été validée à 99,9999, je ne sais plus combien de 9, mais il y en a quelques-uns derrière. Donc c'est typiquement les 5 sigma qui permettent d'affirmer qu'on a une découverte en physique.
La masse de un des deux trous noirs, donc du trou noir 1 est de environ 32 à 41 masses solaires. Donc c'est un trou noir astrophysique, en opposition aux trous noirs supermassifs qui ont de l'ordre de 1 million de masses solaires. Donc ça, c'est ceux qui sont au centre de la galaxie. Ici, les trous noirs astrophysiques sont des trous noirs qui sont formés quand les étoiles suffisamment massives meurent. Donc si elles s'effondrent sur elles-mêmes, elles forment un trou noir. Alors la masse du compagnon, enfin de l'autre, le moins massif des trous noirs est entre 25 et 33 masses solaires, donc même chose, c'est un trou noir trou noir astrophysique, et la masse de l'objet résultant est de 62 masses solaires. On a aussi des estimations du paramètre de spin, donc c'est un paramètre en fait qui va entre 0 et 1. S'il vaut 1, c'est la limite théorique supérieure du spin, donc de la vitesse de rotation du trou noir. Donc on est à 0, inférieur à 0,7, inférieur à 0,9. Donc ce sont des trous noirs qui étaient en rotation avant de coalescer. Le spin de l'objet résultant est de 0,7, donc c'est un trou noir qui est en rotation quand même plutôt rapide, mais pas à sa limite théorique maximale. Le délai entre les détections, je vous ai dit, est de 7 millisecondes, et la déformation, j'ai oublié de mettre en exposant, la déformation maximale qui a été mesurée, donc le pic de déformation est de 10 exposant moins 21, l'ordre de grandeur de 10 exposant moins 21. Ça, je l'ai déjà dit. Et donc, ce qui correspond en fait à une variation de longueur sur les 4 km des bras des interféromètres de 0,002 femtomètres. Ah. La vitesse maximale des trous noirs avant la coalescence est de 0,6, donc 60% de la vitesse de la lumière, ce qui est quand même un phénomène effectivement très rapide. Et tous les tests qui ont pu être tirés de cette mesure par rapport à la relativité générale sont un succès, donc ils sont tous concluants. Alors, ce qui est encore plus... Alors, oui, la durée du pic d'émission est de 200 millisecondes, et pendant ces 200 millisecondes, la coalescence du système binaire a émis entre 2,5 et 3,5 masses solaires. Donc c'est une puissance phénoménale qui est radiée sous forme d'onde gravitationnelle. Et, juste pour le fun, j'ai regardé hier, il y avait en moyenne 2 papiers par jour, 2 articles par jour, qui sont sortis, qui mentionnent GW 150914. C'est pas assez, tu dis? Non, je dis moi c'est pas. Pardon? C'est pas la même personne. Bien. Ah, c'est pas la même personne. Non, non. Alors, revenons un petit peu plus en détail sur les informations qu'on peut tirer dans les différentes phases de l'observation non gravitationnelle. Donc on a le système qui est dans sa phase binaire, donc l'amplitude augmente, la fréquence augmente. Les informations qu'on peut tirer, c'est la nature de chacun des composants, comme les masses, les spins, éventuellement les paramètres de déformabilité, la distance à laquelle ça se situe, la vitesse à laquelle les objets se propagent, enfin se rapprochent, etc. Lors de la relaxation quasi normale, donc c'est une oscillation du rémanent qui est atténuée. Alors le fait qu'elle est atténuée, c'est dû à l'absorption d'énergie par le trou noir, si c'est un trou noir qui résulte, ou c'est dû à la conversion d'énergie de déformation, si c'est des étoiles à neutrons, qui sont en fait des fluides qui gravitent. Donc c'est des fluides qui oscillent. Une partie de cette oscillation va aussi être radiée sous forme d'onde gravitationnelle, ce qui va faire diminuer l'amplitude des oscillations. Donc on a une conversion d'énergie de déformation en énergie de radiation gravitationnelle. Les informations, c'est la nature du rémanent, donc par exemple, si c'est une étoile à neutrons, si c'est un trou noir, les propriétés, encore une fois, comme les masses, les spins, etc. etc. Alors, il y a eu, donc, vu qu'il y a eu un événement gravitationnel qui a été mesuré, eh bien, LIGO a demandé à d'autres expériences, comme les expériences qui étaient en mesure de neutrinos ou dans le spectre électromagnétique, s'ils ont vu quelque chose à peu près dans la même direction. Donc, le canal qui est principalement exploité en astrophysique de manière efficace depuis quelques décennies, c'est le canal électromagnétique. Donc, il y a des satellites, comme Chandra, XMM Newton ou quoi, qui sont en orbite et qui prennent des mesures dans le spectre électromagnétique. Et depuis quelques années, on a des détecteurs à neutrinos, comme l'expérience IceCube au pôle sud ou Antares dans la mer Méditerranée. Et donc, il y a eu un article qui a fait intervenir pas mal de ces collaborations-là, IceCube, Antares, LIGO, Virgo, pour voir s'il y avait un surplus de neutrinos qui venait de la direction-là. Et en fait, apparemment, il n'y a rien de probant en neutrinos. Par contre, dans les rayons gamma, il y a une expérience d'un satellite qui s'appelle Fermi, qui aurait peut-être quelque chose. En tout cas, ils ont un signal qui a l'air d'être corrélé à l'émission, à peu près dans le bon délai, à peu près au même moment, dans la direction en fait de la source d'onde gravitationnelle n'est pas connue précisément.
s'ils avaient 2 détecteurs. S'ils avaient un 3e détecteur, ça aurait été beaucoup plus précis. Mais donc c'est en tout cas plus ou moins la même direction. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est des sursauts gamma qui viennent de cette direction-là. Alors pourquoi est-ce qu'on s'attend à mesurer d'autres canaux électromagnétiques? Mais autour des trous noirs, on a des disques d'accrétion. Donc quand les trous noirs vont coalescer, les disques d'accrétion vont se collisionner, et c'est un phénomène très violent. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des réactions qui se passent là-dedans, des émissions gamma par exemple, ou des émissions de neutrinos, parce que les éléments vont se remettre ensemble, etc. Donc il y a plein de modèles là-dessus. Voilà. Alors le potentiel scientifique de cette détection est incroyablement impressionnant. Sur une seule mesure, on peut déjà dire la masse, quand même dans un range assez raisonnable, des composants du trou noir, l'énergie radiée. Il y a plein d'informations comme la distance, etc., etc. Et on s'attend en fait à avoir des centaines d'événements sur environ 10 ans. Donc ça va vraiment accroître. Enfin, il y a un énorme potentiel ici. C'est un tout nouveau canal qu'on peut exploiter, le canal gravitationnel, et donc ça va nous apprendre énormément de choses. Ça permet de faire les premiers tests de la relativité générale en champ fort, parce que les tests précédents étaient uniquement sur des effets en champ faible. Alors même le pulsar de Hölzeler, qui indirectement permettait de tester un effet de la relativité générale a priori en champ fort, malgré tout, c'était basé sur des calculs post-newtoniens, et là où les étoiles se positionnaient, parce qu'elles sont quand même assez distantes, c'était des champs pas très très forts. Ici, on a vraiment le régime intense de la relativité générale qui peut être testé. Alors, si on peut détecter également des ondes gravitationnelles qui sont émises par des systèmes contenant des étoiles à neutrons, il y aura énormément d'informations qu'on pourra tirer aussi. Parce que les étoiles à neutrons, on ne connaît pas très très bien leur structure interne. Donc il y a énormément d'inconnus. C'est un autre sujet, mais c'est aussi énormément d'informations sur la matière nucléaire à très haute densité qui pourrait venir de ce genre de détection-là. Et enfin, pour conclure, ce sera mon dernier slide, donc j'insiste là-dessus, c'est vraiment, cette détection marque la naissance de l'astrophysique en ondes gravitationnelles, et c'est un moment historique pour la physique, gravitationnelle en tout cas, parce que le 14 septembre 2015, le 14 septembre 2015, est née l'astrophysique à ondes gravitationnelles, et au passage confirme l'existence de trous noirs astrophysiques. On avait peu de doutes sur l'existence, mais ici c'est une détection directe. Donc c'est une détection qui est attendue depuis des décennies, puisque les premiers essais, je vous rappelle, datent de 1960, une première détection indirecte, mais une preuve directe en 1974, et ça fait plus de 20 ans, enfin un peu moins de 20 ans qu'on a construit les premiers interféromètres. Et donc voilà, c'est fait, c'est détecté. Merci pour votre attention.